j'aurais dû le savoir au moment où elle a rejeté la tête en arrière comme ça, riant un peu trop fort, se penchant un peu trop près, mais je sirotais encore ma bière, essayant de prétendre que nous n'étions qu'un couple de quadragénaires comme un autre à une fête dans un jardin de l'est de Portland. Tiffany se tenait près du brasero dans cette robe d'été bleue que j'ai toujours aimée. Elle n'avait pas froid, même si la brise avait commencé à se lever. Elle ne grelottait pas comme tous les autres, blottie près des chauffages. Non, elle était radieuse, chaleureuse, mais pas grâce à moi. Grâce à lui. Le type était grand, suffisant, rasé de près d'une manière que j'avais toujours trouvée suspecte. Je n'ai pas pu le reconnaître tout de suite. Juste cette étrange sensation de familiarité, comme si j'avais déjà vu son visage dans un cauchemar. La façon dont sa main restait posée au creux de ses reins. Comment elle la laissait là. Ce n'était pas une coïncidence. Et Tiffany, elle ne se dérobait pas. Elle souriait, riait, touchait son bras comme par réflexe. J'ai observé ça pendant peut-être 5 minutes avant de bouger. Discrètement, j'ai contourné le sentier du jardin, passé les guirlandes lumineuses et les bouteilles de bière vides, et je suis arrivé derrière elle. Tiff, ai-je dit à voix basse, près de son oreille. On s'en va. Elle s'est tournée lentement, comme si je l'avais interrompue en plein massage. Son sourire n'a pas disparu. Il est juste devenu plus mince, plus acéré. Pourquoi? Mes yeux ont filé vers l'homme, puis sont revenus sur elle. Parce que je te le demande. Elle a ri. Pas comme à une blague, plutôt comme si elle n'arrivait pas à croire que je pensais encore avoir mon mot à dire. Je m'amuse bien, Michael. Détends-toi. Je n'ai pas scié. Alors tu peux continuer à bien t'amuser dans un Uber. Cela a fait hausser un sourcil à l'homme. Les épaules de Tiffany se sont tendues. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui ne va pas chez moi. J'ai fait un signe de tête vers lui. Tu veux me dire qui c'est? Son sourire est revenu, crispé et condescendant. C'est une fête, Michael. Les gens se mélangent. C'est ce que font les adultes. Alors je pars comme un adulte. Tu te débrouilleras pour le reste. Elle a croisé les bras. Et alors? Tu vas juste partir en faisant une scène? J'ai jeté un coup d'œil aux voisins qui nous regardaient maintenant depuis la pelouse. Pas de scène, Tiff. Juste un homme qui part au moment où il réalise que sa femme s'intéresse plus à une vieille flamme qu'à un mari fidèle. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Je n'ai pas attendu qu'elle recharge. Je me suis retourné, j'ai longé les rangées de dahlias à moitié morts et les torches et tiki jusqu'au trottoir. Mon souffle formait un nuage dans l'air. La nuit était devenue glaciale. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. J'étais quelqu'un qui aimait les petites routines. L'odeur du café à 6h30. Le cliquetis de la porte du garage qui s'ouvre quand je partais au travail. Le petit ping discret du SMS que Tiffany m'envoyait pendant le déjeuner. Je possédais un modeste cabinet comptable sur Hawthorne. Je conduisais un Tacoma couleur rouille avec 170 000 miles au compteur. Je faisais des grillades le dimanche et je mettais un point d'honneur à plier mon linge dès qu'il était sec. C'est sur cette vie qu'elle venait de cracher. Et pourtant, quelque chose en moi se sentait calme alors que je m'éloignais. Pas brisé, juste froid. Le genre de froid qui vous réveille après un long sommeil. Et le pire, c'est que je n'étais même pas encore en colère. Juste éveillé. J'ai entendu la portière de la voiture claquer vers 1h20 du matin. Le peine dormant a cliqué. Elle est entrée comme si la nuit lui appartenait. Le claquement de ses talons sur le parquet, le léger tintement de ses boucles d'oreilles, le murmure de la lanière de son sac à main glissant de son épaule. Tout en elle semblait délibéré, contrôlé. Je n'ai pas bougé de là où je me tenais, à mi-chemin dans le couloir, les bras croisés, appuyé contre le mur dans la faible lueur d'une seule ampoule au-dessus de l'escalier. Pas de musique, pas de télé, juste le silence, prêt à l'engloutir tout entière. Elle s'est figée quand elle m'a vu. Oh, a-t-elle dit avec une surprise feinte, comme si elle ne s'attendait pas à trouver son mari dans sa propre maison. Je ne pensais pas que tu serais encore debout. C'était qui, ai-je demandé doucement. Elle a expiré brusquement par le nez. Pas tout à fait un rire, pas tout à fait un soupir. On va vraiment faire ça? Juste un non. Elle est passée devant moi en direction de la cuisine, allumant les lumières comme si elle pouvait brûler mon humeur avec des ampoules LED. Ce n'est personne. Un ex.
Je l'ai suivi. Un ex. Tiffany s'est versé un verre d'eau comme si elle n'avait pas entendu le tranchant dans ma voix. Oui, ça date. D'avant toi. Tu veux dire le type de Prague. Elle s'est figée. C'est là que j'ai su que j'avais raison. Celui qui t'a laissé coincé à l'étranger avec des cartes de crédit au maximum et sans passeport. Elle me tournait toujours le dos, mais ses épaules se sont raidies. Tu m'as dit que tu dormais sur les bancs des gares, que tu n'avais pas pu manger pendant 2 jours. Qu'il t'avait ghosté juste après avoir promis de tout recommencer à Vienne, tu te souviens? Elle s'est retournée lentement, son verre à la main, les yeux plissés. Tu ne sais pas ce que c'était. Ça fait 10 ans. Les gens changent. Ils n'avaient pas l'air d'avoir changé. Et tu n'avais pas l'air sobre à cette fête, à nous dévisager comme un pilier de bar jaloux, a-t-elle lâché. Ça m'a pris au dépourvu. Je n'étais pas jaloux, ai-je dit en m'approchant. J'étais abasourdi, en train de regarder ma femme flirter avec l'homme qui l'a abandonné dans un autre pays comme un déchet qu'il avait oublié de jeter. Sa voix est devenue basse et venimeuse. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas le droit de réécrire ce que cette période a signifié pour moi. Je ne la réécris pas. Tu me l'as raconté toi-même plus d'une fois. Et peut-être que j'ai regretté de te l'avoir dit. Le silence. Juste le léger bourdonnement du frigo et la distance entre nous qui s'étirait comme un canyon. Je la fixais. Cette femme que j'avais défendue pendant des années. La même qui avait pleuré dans mes bras après ce pétrin à l'étranger. Qui avait dit un jour que je la faisais se sentir en sécurité comme personne d'autre ne l'avait jamais fait. Et la voilà qui le défendait, comme si c'était moi qui déterrais de vieilles histoires. Tu m'as dit qu'il avait vidé ton compte. Elle a haussé les épaules. Il a dit qu'il allait me rembourser. Il t'a volé, Tiffany. Elle n'a pas scié. Il était perdu. On l'était tous les deux. J'ai baissé les yeux, j'ai passé une main sur ma mâchoire et j'ai laissé le silence devenir mordant. Ce n'était pas juste un malentendu. C'était une femme qui essayait de me convaincre que l'homme qui avait failli la ruiner méritait de la compassion. Et pas moi. Ce n'est pas juste un ex, Tiffany, ai-je dit lentement. C'est un escroc. Et peut-être que j'étais complice, a-t-elle dit, les yeux brillants maintenant. Peut-être que j'ai vu quelque chose en lui que je ne voulais pas perdre. Tu y as déjà pensé? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée, parce qu'elle avait raison. Elle avait vu quelque chose en lui, et ce quelque chose était toujours là. Il te manque, ai-je dit, non pas comme une accusation, mais comme un fait. Non, a-t-elle murmuré. Mais je me souviens de lui. La façon dont elle l'a dit a atterri dans ma poitrine comme une pierre. J'ai besoin de dormir, a-t-elle marmonné en passant à côté de moi. Je ne l'ai pas arrêtée. Elle a monté les escaliers lentement, comme si elle sentait mes yeux sur son dos à chaque marche. Quand la porte de la chambre s'est refermée à l'étage, l'écho a été plus fort qu'il n'aurait dû. Je suis resté seul dans la cuisine un moment, à n'écouter rien, à fixer l'espace vide qu'elle remplissait autrefois de chaleur. Et j'ai su alors que je n'étais pas blessé parce qu'elle avait menti. J'étais blessé à cause de celui pour qui elle avait menti. La lumière du matin rampait sur le sol de la chambre comme si elle avait quelque chose à se faire pardonner. J'étais déjà debout, assis au bord du lit, en train d'enfiler mes bottes pendant que Tiffany fredonnait doucement sous la douche. La même mélodie qu'elle chantait quand nous étions heureux. À l'époque où la confiance n'était pas quelque chose que nous devions négocier. Mais il ne s'agissait plus de confiance. Il s'agissait de preuves. J'ai attrapé la petite boîte noire qui se trouvait sous ma chemise en flanelle dans le tiroir de la table de nuit. 2 micro-caméras, bon marché mais fiables. L'une d'elles pas plus grande qu'un ongle de pouce. Autonomie de la batterie, 5 jours. Assez de stockage pour ce dont j'avais besoin. Pendant que l'eau coulait et que la vapeur s'échappait de sous la porte de la salle de bain, je me suis mis au travail. La première caméra s'est glissée facilement derrière le poteau rampant près du bord de notre commode, parfaitement orientée vers le lit et la table de nuit de Tiffany. C'est laquelle gardait son téléphone, son verre de vin, ses secrets de fin de soirée. La deuxième caméra était plus délicate. J'ai pris un petit tournevis dans ma boîte à outils du placard et j'ai délicatement ouvert le couvercle en plastique de la fente d'aération dans le salon. Le conduit d'air à l'intérieur m'a donné juste assez de profondeur pour y coincer la deuxième caméra, tournée vers le canapé et la table basse. L'objectif verrait tout. La porte d'entrée, le tiroir où je gardais la montre de la Seconde Guerre mondiale de mon père.
Et quiconque penserait pouvoir entrer dans cette maison pendant mon absence. Au moment où elle est sortie de la douche, une serviette dans les cheveux, son peignoir lâche au col, j'étais déjà en train de siroter mon café au comptoir de la cuisine, comme si j'avais été là tout le temps. « Tu n'es pas au travail ?» a-t-elle demandé en nouant la ceinture autour de sa taille. « Non », ai-je dit, sans lever les yeux de ma tasse. « Je prends quelques jours. » Elle a haussé un sourcil. « Quelques jours ? » « Ouais », ai-je dit simplement. « Je monte au chalet. » Elle a croisé les bras. « Celui dans le Washington. » J'ai hoché la tête. « Tu n'en as pas parlé. » J'ai finalement croisé son regard. Je ne pensais pas en avoir besoin. Elle m'a fixé un instant de trop, essayant de comprendre l'angle, le jeu, la raison, mais je n'en ai offert aucune. Au lieu de ça, je me suis levé, j'ai laissé tomber ma tasse dans l'évier et j'ai attrapé mon sac de voyage que j'avais préparé dans le couloir. « Tu as besoin d'espace ?» a-t-elle demandé avec une pointe de sarcasme dans la voix. « Non », ai-je dit en enfilant mon manteau. « J'ai besoin d'air. » Puis j'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai tapé un message et j'ai appuyé sur envoyer. Je pars. Réseau cellulaire inégal. De retour dans quelques jours. Pas de baiser d'adieu, pas d'au revoir chaleureux, juste la porte qui se referme derrière moi. J'ai conduit la première heure en silence. Mes doigts agrippaient le volant à s'en blanchir les jointures. L'autoroute I-5 défilait, les arbres se transformant en grisaille. Mon esprit ne vagabondait pas. Il attendait, observait, comptant les kilomètres comme des battements de cœur. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la patience, soigneusement mesurée. Voyons voir ce que fait la vérité quand elle pense que personne ne la regarde. Je suis rentré tard dans l'après-midi, le genre de journée grise de Portland où les nuages sont bas et où toute la rue semble retenir son souffle. Mon sac de voyage a heurté le sol juste à l'intérieur de la porte. Le son a résonné dans une maison trop silencieuse pour être normale. Tiffany était sur le canapé, les jambes repliées sous elle, faisant défiler son téléphone comme si chaque heure des derniers jours avait été parfaitement ordinaire. Elle a à peine levé les yeux. « Tu es de retour ?» a-t-elle dit comme si j'étais sorti faire les courses. Yep. Je suis entré dans le salon, lentement, délibérément, laissant mes yeux s'habituer à la pénombre. Tout semblait identique au premier abord. Le même plaid sur la coudoir du canapé. La même pile de courriers non ouverts. La même faible odeur de son nettoyant aux agrumes. Mais quelque chose me tiraillait. Une alerte silencieuse au fond de mes côtes. Mon regard a dérivé vers la bibliothèque. Et là, mon souffle s'est coupé. La montre de la Seconde Guerre mondiale de mon père, celle en laiton avec le verre fissuré et le bracelet en cuir usé, avait disparu. Elle était toujours posée là, sur l'étagère du milieu, dans le petit plateau en bois que j'avais sculpté à l'âge de 12 ans. J'ai vérifié le plateau, l'espace autour, l'étagère en dessous. Vide. « Tiff », ai-je dit, la voix basse. « Viens voir une seconde. » Elle est restée assise, les yeux toujours rivés sur l'écran lumineux. Je suis bien là. Quelque chose dans mon ton l'a fait se lever. Elle s'est approchée, les bras croisés, le menton levé comme si elle se préparait à une réprimande qu'elle ne méritait pas. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» a-t-elle demandé. « La montre », ai-je dit en pointant du doigt. « Où est-elle » Elle a cligné des yeux. « Quelle montre ?» « Celle de mon père. Celle qui n'a pas bougé de cet endroit depuis 5 ans. » Elle a haussé les épaules, trop nonchalamment. « Je ne tiens pas le compte de tes babioles, Michael. Peut-être que tu l'as déplacée avant de partir. » J'ai étudié son visage, lentement et attentivement. « Tiff, je n'y ai pas touché. » Elle a levé les yeux au ciel. « Rien n'a changé dans cette maison. Détends-toi. » Je me suis approché, assez près pour entendre son souffle se couper une demi-seconde. « Quelqu'un est entré pendant mon absence ? » Non. « Quelqu'un est venu te voir ? » Non. « Quelqu'un du tout, Tiffany ? » Elle a levé les mains en l'air. « Pourquoi tu m'interroges comme ça ? » J'ai dit non. Sa voix est montée, aiguë, cassante, trop sur la défensive, trop rapide. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas accusé. Au lieu de ça, j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle bouge, mal à l'aise. Puis, j'ai levé la main et j'ai montré la fente d'aération au-dessus du couloir, celle à laquelle elle ne prêtait jamais attention. Ses yeux ont suivi mon doigt.
Quoi, a-t-elle demandé, bien que son ton ait vacillé. Nous n'avons pas à deviner, ai-je dit doucement. Voyons ce qu'elle a à dire. Son visage se vida de toute couleur. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme si on lui avait volé son souffle. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. J'ai juste soutenu son regard, laissant la vérité s'installer entre nous comme un nuage d'orage prêt à éclater. Elle a su à cet instant que tout ce qu'elle avait essayé de cacher, quiconque elle avait essayé de protéger, était sur le point d'être exposé. Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'air effrayée. Je n'ai pas dit un mot en traversant la pièce et en ramassant le câble qui serpentait derrière le meuble télé. Mes mains étaient stables, presque trop stables. Tiffany se tenait figée près du canapé, une main agrippant son téléphone comme s'il pouvait la protéger. J'ai branché le cordon sur mon téléphone. L'écran a clignoté. Le flux de la caméra s'est chargé. Je n'ai pas, a-t-elle commencé, mais j'ai levé un seul doigt et elle s'est tue. La vidéo a commencé. Le salon est apparu, silencieux et sombre. Horodatage, 11h43, il y a 2 jours. Au début, rien. Puis la porte d'entrée s'est entr'ouverte. Il est entré comme s'il était encore chez lui. Veste usée, jean délavé. La même posture suffisante dont je me souvenais de cette fête. Aucune hésitation, aucune nervosité. Il est entré dans notre maison comme si c'était la sienne. Il n'a même pas jeté un coup d'œil au canapé. Il est allé droit à la bibliothèque. Je l'ai regardé fouiller dans les tiroirs, ouvrir la petite boîte en bois où je gardais les reçus, vérifier sous une pile de sous-verts, faire glisser sa main le long de l'intérieur de la bibliothèque comme s'il cherchait quelque chose de caché. Et puis il l'a trouvé. Il a ramassé la montre lentement, avec révérence, comme s'il la cherchait depuis le début. Il l'a retournée dans sa paume, a eu un sourire narquois et l'a glissée dans sa poche. J'ai mis la vidéo en pause, fixant l'image figée de sa main enroulée autour de cette montre comme si c'était un trophée. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Tiffany se briser. Je ne savais pas qu'il reviendrait. Je me suis retourné. Elle était là, les bras enroulés autour d'elle, tremblante. L'assurance qu'elle portait comme un parfum avait disparu. Ce qui restait semblait petit, inachevé. Je le jure, a-t-elle dit en s'avançant. Il n'était pas censé être ici. Il a juste envoyé un texto, il a dit qu'il était en ville, qu'il voulait voir l'endroit. Je ne pensais pas tu ne pensais pas, ai-je répété. Les lèvres de Tiffany tremblaient. Je ne savais pas qu'il prendrait quelque chose. Je suis passé devant elle, lent, calme, j'ai ouvert le placard du couloir et j'ai sorti le sac de voyage que j'avais déballé la veille. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé. J'ai répondu, rien. Je suis juste entré dans la chambre, j'ai ouvert son côté du placard et j'ai commencé à rassembler ses affaires. Des chemisiers, des foulards, ce pull corail qu'elle aimait tant. Elle m'a suivi, sa voix s'élevant. Michael, s'il te plaît. Je ne savais pas qu'il te volerait, qu'il nous volerait. Je ne l'ai pas invité à faire ça. Tu l'as laissé entrer. Elle a cessé de parler. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu t'es tenu dans cette maison, tu m'as menti en pleine face, tu as dit que personne n'était entré. Tu l'as protégé. Les larmes ont monté rapidement. Je ne voulais juste pas que je pensais que si je pouvais gérer ça, s'il venait juste et repartait, tu pensais que je ne le découvrirais pas, ses épaules se sont affaissées. Un sanglot lui a déchiré la gorge, brut et fort. C'était une erreur. Je le sais. Je le sais depuis des années. J'ai fermé le sac de voyage. J'ai paniqué, a-t-elle murmuré quand j'ai vu la caméra. Michael, j'allais te le dire, mais tu ne l'as pas fait. J'avais peur. Je me suis finalement arrêté. Je me suis tourné vers elle. Ma voix ne s'est pas élevée. Donne-moi son adresse. Elle a cligné des yeux, comme si la demande n'avait pas atteint ses oreilles. Je quoi? Son adresse. Où il loge maintenant. Je sais que tu la connais. Elle a dégluti difficilement, puis a lentement reculé vers le tiroir près du lit, a sorti un bloc-notes, en a arraché une page et me l'a tendue avec des doigts tremblants. Je l'ai prise, je l'ai pliée une fois, je l'ai glissée dans ma veste. Tiffany se tenait là, le visage strié de larmes, les bras ballants. Je suis retourné dans le couloir, j'ai attrapé le sac. Michael, a-t-elle murmuré, la voix brisée.
S'il te plaît, ne pars pas comme ça. On peut arranger ça. Toi et moi. Je n'ai pas cessé de marcher. J'ai atteint la porte d'entrée, la main sur la poignée, et j'ai fait une pause juste assez longue pour le dire. Maintenant, tu fais aussi partie de mon passé. Puis je suis sorti dans le froid. Et cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. Le bâtiment semblait ne pas avoir reçu une nouvelle couche de peinture depuis l'administration Clinton. Les briques étaient fissurées et tachées. Les escaliers craquaient comme s'ils en voulaient à ceux qui les utilisaient, et il a fallu 2 coups de poing solides sur la porte d'entrée avant que la serrure ne cliquette. Quand la porte s'est enfin ouverte, il se tenait là comme un homme au milieu d'un mauvais rêve, en short de sport, un vieux sweat à capuche, et un sourire qui s'était usé avec le temps. Il a plissé les yeux. Ouais. Tu sais qui je suis. Son sourire a tressailli. Je devrais ? J'ai fait un pas en avant. Il a bougé une fraction de seconde trop tard. La pointe de ma botte a bloqué la porte, et j'étais à l'intérieur avant qu'il ne puisse réagir. L'appartement empestait la sueur, les vieux plats à emporter et une vie vécue trop d'années sans direction. Des canettes de bière écrasées trônaient comme des trophées sur le rebord de la fenêtre, et les stores pendaient de travers, laissant entrer la faible lumière des lampadaires. « Eh, mec » a-t-il dit en me suivant, la voix changeante. « Tu ne peux pas entrer comme ça. » « C'est drôle » ai-je dit en regardant autour de moi. « Ça n'avait pas l'air de te déranger d'entrer chez moi. » Il s'est arrêté net. Je me suis retourné, j'ai croisé son regard. « Tu étais dans mon salon il y a 2 jours. Tu te souviens de l'étagère ?» Il a eu un sourire narquois, mais plus mince cette fois. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Vraiment ?» J'ai fait un geste vers une veste usée jetée sur le dossier de sa chaise. Ma marque, ma taille. Tu reconnais ça? C'est à moi. Son regard s'est tourné vers elle. Ça doit être une coïncidence. Tu l'as laissé dans ma chambre d'amis la dernière fois, avant de nous cambrioler. Ok, a-t-il dit, levant les mains comme s'il désamorçait quelque chose. Écoute, je ne savais pas qu'elle était mariée. D'accord. Tiffany n'a jamais rien dit. Je me suis approché. Elle n'avait pas à le faire. Mon alliance était sur le comptoir de la cuisine. Des outils près de la porte arrière. Tu n'étais pas confus. Tu t'en fichais, c'est tout. Il n'a pas répondu. Et la montre, ai-je ajouté. Quelle montre? J'ai penché la tête. Seconde Guerre mondiale, cadran fissuré. Bracelet en cuir. Elle appartenait à mon père. Tu l'as prise comme si tu piquais un chewing-gum dans une station-service. Il a de nouveau eu un sourire narquois. Celui-ci plus audacieux, un peu trop fier. Ah oui. Ce vieux truc. Je n'ai pas scié. Où est-elle? Il a poussé un faux soupir, puis a fait un signe de tête vers une table d'appoint encombrée. Mise au clou. Un silence a fleuri comme de la fumée entre nous. Tu l'as mise au clou, ai-je répété. Il a haussé les épaules comme s'il s'agissait d'un bulletin météo. C'était une camelote, mec. Ça ne valait pas grand-chose. J'ai pris une lente inspiration par le nez. Ce n'était pas juste une montre. C'était la seule chose que mon père avait gardée de la guerre. Le bracelet sentait encore le tabac et la graisse de moteur. Et je la sortais en douce de son tiroir juste pour faire semblant d'avoir son courage. Elle ne valait pas grand-chose pour un prêteur sur gage, mais pour moi, elle était tout. J'ai regardé autour de la pièce, puis je l'ai regardée à nouveau. Alors tu es fini. Son sourire s'est effacé. Pardon? Je me suis penché vers lui. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma vie, de prendre ce que tu veux, de t'en sortir avec un sourire narquois et de t'attendre à ce que ce soit la fin de l'histoire. Tu vas me frapper ou quoi? A-t-il demandé en croisant les bras. Non, ai-je dit, laissant le mot en suspens. Je n'ai pas besoin de le faire. Il m'a fixé, essayant de comprendre la nouvelle équation. Je ne lui ai pas donné de réponse. Au lieu de ça, je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Et, a-t-il appelé derrière moi, la voix s'élevant. Tu ne me fais pas peur. J'ai fait une pause, la main sur la poignée. Tant mieux, ai-je dit sans me retourner. Alors tu ne le verras pas venir. Et je suis sorti dans la nuit froide, laissant la porte se refermer derrière moi. La maison semblait plus grande sans elle.
Pas plus silencieuse, juste plus lourde, comme si les murs avaient quelque chose à dire mais ne savaient pas comment. J'ai posé mon sac dans le couloir, je suis entré dans le salon et je me suis assis en tailleur par terre devant la table basse. Mon ordinateur portable était déjà ouvert. Je n'avais même pas enlevé ma veste. Le premier site que j'ai vérifié était celui du prêteur sur gage le plus proche de son immeuble. Aucune annonce, aucun enregistrement récent correspondant à la description. J'ai passé au suivant, puis au suivant. 15 onglets ouverts et toujours rien. Pas de montre de la Seconde Guerre mondiale à cadran en laiton. Pas de verre fissuré. Pas de bracelet en cuir usé cousu à la main. Aucun signe de la chose que mon père avait portée chaque jour jusqu'au jour où il ne l'a plus fait. J'ai cherché sur des groupes Facebook, des forums, des alertes eBay, rien. C'était comme si elle avait été avalée par la ville. Je me suis adossé au canapé, les yeux brûlants à cause de la lueur de l'écran, et j'ai fixé le plafond. Puis je me suis souvenu de la caméra de la chambre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé sur l'application, faisant défiler jusqu'à la date de mon départ. L'icône de chargement a tourné un peu trop longtemps. Ma poitrine s'est serrée en attendant. Finalement, le premier flux s'est ouvert. Le salon. Parfait. D'une clarté cristalline. Puis le second. La chambre. Noir. Pas de signal. Pas de données. Pas de flux. J'ai cligné des yeux. J'ai réessayé. Rien. Je me suis levé lentement et j'ai marché jusqu'à la commode, j'ai écarté le poteau. La caméra était toujours là, coincée exactement où je l'avais laissée. Mais la petite lumière verte qui aurait dû clignoter était éteinte. Je l'ai prise, je l'ai retournée. Panne de batterie. Juste une stupide batterie morte. J'aurais dû la vérifier avant de partir. J'aurais dû tester la mémoire. J'aurais dû savoir que tout ne se passerait pas comme prévu. Je l'ai posée doucement sur la commode, comme on dépose une boussole cassée sur une carte qu'on ne peut soudain plus lire. Puis je suis resté là, assez longtemps pour que le silence s'installe à nouveau autour de moi. Pas d'image, pas de preuve de ce qui aurait pu se passer dans cette pièce. Aucun moyen de confirmer ce que je sentais déjà au fond de mes tripes. Ni au tribunal, ni en conversation. Le plan était censé m'apporter de la clarté, une voie à suivre. Maintenant, j'avais des trous, du temps manquant, une caméra qui n'avait rien vu, et une montre qui avait disparu. Je suis retourné dans le salon, je me suis assis sur le canapé et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis juste resté assis là, les poings se serrant lentement jusqu'à ce que les jointures craquent. Dehors, le vent frappait doucement contre les fenêtres. À l'intérieur, je n'avais que le silence et la certitude tranquille. Quoi que ce soit devenu, j'étais toujours seul là-dedans. La pluie a commencé à mi-chemin de mon trajet vers le centre-ville. Pas une grosse pluie, juste ce crachin constant de Portland qui imbibe vos pensées avant votre manteau. Je me suis garé devant un immeuble de bureaux en briques quelconque, coincé entre une épicerie fine et une boutique de vapotage. 3e étage, porte en verre dépoli, une simple plaque. Lewis et Danner, droit de la famille. Une réceptionniste aux yeux fatigués m'a indiqué un bureau d'angle. J'ai frappé une fois. Entrez. Harold Danner s'est levé pour me serrer la main. Milieu de la cinquantaine, costume bien coupé, poignée de main ferme. Le genre d'homme qui lirait un contrat de mariage plus vite que vous ne pourriez l'épeler. Il a fait un geste vers un fauteuil en cuir. Alors, a-t-il dit en se rasseyant derrière son bureau. Racontez-moi tout. Depuis le début. Je l'ai fait. Tout, de la fête dans le jardin au sourire narquois sur le visage de son ex, jusqu'au moment où la montre a disparu dans sa veste. Je lui ai parlé des caméras, des images, de la relique manquante, de la batterie défaillante. Je n'ai rien retenu. Pas avec ça. Plus maintenant. Il n'a pas interrompu. Il a juste écouté, griffonnant de temps en temps des notes d'un trait vif et rapide. Quand j'ai eu fini, la pièce est devenue silencieuse un moment. Puis il s'est penché en avant. Vous avez dit que la caméra de la chambre était en panne ? Batterie morte, ai-je dit. Elle n'a rien enregistré. Il a expiré lentement. Ça complique les choses. J'ai hoché la tête. Oui. En Oregon, a-t-il dit, nous sommes un état de divorce sans faute. Ce qui signifie que vous n'avez pas approuvé l'infidélité pour divorcer.
Mais si vous essayez d'influencer la garde des enfants, la répartition financière ou la pension alimentaire, alors ça aide beaucoup. Je me suis adossé, la mâchoire serrée. Donc, sans ces images, je n'ai rien. Il a secoué la tête. Pas rien. Juste moins. La caméra du salon prouve une entrée par effraction, peut-être même un vol. Mais si votre objectif est de la pousser à accepter une séparation nette, sans bataille judiciaire, sans drame interminable, vous aurez besoin de plus qu'un argument moral. J'ai croisé les bras. Quelles sont mes options? Il a tapé son stylo une fois contre le bureau, puis a croisé mon regard. Le levier. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas que la caméra de la chambre était en panne, et vous n'avez pas à le lui dire. Je l'ai fixé. Vous me suggérez de lui mentir? Il a haussé les épaules, professionnel et imperturbable. Vous ne mentez pas. Vous la laissez simplement penser que vous en avez plus que vous n'en avez. Si elle croit que vous avez la preuve d'elle et lui dans votre lit, elle signera tranquillement, rapidement, peut-être même en s'excusant en partant. J'ai laissé ça décanter une seconde. Vous pensez qu'elle craquera? Il a eu un petit sourire confiant. Les gens comme Tiffany ne s'effondrent pas quand ils sont pris. Ils s'effondrent quand ils perdent le contrôle de l'histoire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suggérer qu'il y a plus. Laissez son imagination faire le reste. Et légalement, elle devrait prouver que vous bluffez. Ce qu'elle ne risquera pas. Parce que si elle est coupable, et tout ce que vous m'avez dit le suggère, elle pliera pour garder ça enterré. J'ai regardé par la fenêtre le panorama gris et flou de la ville. Et si elle ne le fait pas, ai-je demandé. Harold n'a pas hésité. Alors nous nous battrons. J'ai vu des cas pires, mais je parie qu'elle pliera. La première lueur de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir s'est agitée dans ma poitrine. Pas de la joie, pas de la vengeance, juste une direction. Je me suis levé, j'ai tendu la main par-dessus le bureau et je lui ai de nouveau serré la main. Essayons à votre façon. Il a hoché la tête. Vous aurez besoin d'une copie de l'accord. Revenez dans 2 jours. Je l'aurai préparé. En attendant, ne dites rien. Restez calme. Laissez-la mariner. Dehors, la pluie avait enfin cessé. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression que quelque chose à l'intérieur de moi avait cessé aussi. J'ai attendu de l'autre côté de la rue, moteur au ralenti, le pare-brise strié de gouttes de pluie qui s'estompaient. C'était une impasse tranquille en bordure de ville. Des rangées de maisons beiges identiques avec des haies taillées et des carillons avant qui bougeaient à peine dans la brise. Le genre d'endroit où tout le monde prétendait que rien de désordonné n'arrivait jamais. Mais je l'avais suivi jusqu'ici il y a 3 jours. La sœur de Tiffany, Caroline, avait une large allée et l'habitude de laisser ses stores entr'ouverts. J'avais vu Tiffany à travers ses fenêtres 2 fois. Une fois dans la cuisine, une fois au téléphone dans le salon, faisant les 100 pas comme si ses nerfs la rongeaient de l'intérieur. Elle savait que je venais. Elle ne savait juste pas quand. Et aujourd'hui était le jour. À 17h52 précise, le garage s'est ouvert avec un léger grognement. Et elle était là, Tiffany, sortant avec un sac de course, les cheveux relevés comme si elle n'avait pas eu l'énergie de les coiffer. La même veste bleue qu'elle portait la nuit où tout a éclaté. Je me suis garé derrière elle avant qu'elle ne puisse fermer le garage. Elle s'est retournée, surprise par le bruit de ma portière qui claquait. Sa bouche s'est entr'ouverte, prête à parler, mais je marchais déjà vers elle. Pas de manigance, ai-je dit, la voix plate. On en finit avec ça. Elle a fait un pas en arrière chancelant. Michael, qu'est-ce que j'ai brandi l'enveloppe Kraft. Les papiers du divorce, ai-je dit. Harold les a finalisés hier. Son visage a perdu ses couleurs. Tu ne peux pas débarquer comme ça. Pourquoi pas, ai-je demandé. Tu as débarqué dans ma vie, dans ma maison, et ensuite tu l'as laissé se promener dedans comme s'il en était le propriétaire. Tu n'as pas le droit de crier à l'injustice maintenant. Les lèvres de Tiffany tremblaient. Je ne lui ai pas demandé de te voler. Mais tu l'as protégé après qu'il l'ait fait. Tu m'as menti en pleine face, Tiffany, à plusieurs reprises. De la porte d'entrée, Caroline est apparue, silencieuse, les bras croisés, les yeux vigilants. Je l'ai regardée, j'ai fait le plus petit des hochements de tête. Tu ferais peut-être bien de rester pour assister à ça. Tiffany a dégluti difficilement. Je ne suis pas venu ici pour me cacher.
Alors pourquoi n'as-tu pas appelé, ai-je demandé. Pourquoi n'as-tu pas demandé si j'allais bien? Si je voulais récupérer la montre, si je te pardonnerais. Ses yeux brillaient. Je ne savais pas quoi dire. Je me suis approché, la voix basse. Tu n'as rien besoin de dire. Juste de signer. J'ai tendu l'enveloppe. Elle ne l'a pas prise. Il y a autre chose que tu devrais savoir, ai-je ajouté calmement. On a d'autres images. Ses yeux se sont levés d'un coup. Quoi? Celle de la chambre. Elle s'est figée. Tout. On a tout filmé, Tiffany. Lui, toi. Chaque seconde. Je n'ai pas scié, je n'ai pas flanché. Je n'ai pas, a-t-elle balbutié, sa voix soudain plus mince. Ce n'est pas juste. Je me fiche de ce qui est juste, ai-je dit. Ce qui m'importe, c'est de clore ce chapitre. Tu signes, et ça se termine aujourd'hui. Où j'apporte les images à Harold et je laisse les avocats gérer les conséquences. Sa main tremblait alors qu'elle attrapait l'enveloppe. Caroline n'avait toujours pas bougé. Tiffany l'a ouverte lentement, les yeux parcourant la page comme si elle ne reconnaissait pas les mots. Puis je lui ai tendu le stylo. Page 3, ai-je dit. Initiales et signature. Elle a hésité. Tu voulais le contrôle, ai-je dit doucement. C'est la dernière parcelle que tu auras. Elle a hoché la tête une seule fois, puis a griffonné son nom. Son stylo tremblait. Son souffle s'est étranglé, mais elle a signé. Quand ce fut fait, elle me l'a rendu comme si l'enveloppe la brûlait. Caroline s'est avancée, les lèvres pincées, mais elle n'a pas parlé. La voix de Tiffany s'est brisée alors qu'elle murmurait, « Est-ce que je te reverrai un jour ?» Je n'ai pas répondu. Je suis retourné au camion et j'ai refermé la portière derrière moi. En m'éloignant, je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je n'avais pas besoin de revoir son visage pour savoir à quoi il ressemblait. Il correspondait enfin au mien. Vide. Harold n'a pas levé les yeux tout de suite quand je suis entré dans son bureau. Il tapait quelque chose, rapidement et sèchement. Le tonnerre juridique en action. Puis il a fait une pause, s'est adossé à son fauteuil et m'a lancé un regard entendu. Vous l'avez fait signer? J'ai posé l'enveloppe sur son bureau, épaisse et froissée là où sa main tremblante avait laissé une marque sur le papier. Initiale, signature, tout. Il l'a ouverte avec précaution, a tourné à la 3e page et a parcouru le document. Un seul hochement de tête. Propre, a-t-il dit. Nous déposerons la demande demain matin. C'est fini. Je me suis assis en face de lui, mon corps s'enfonçant dans le fauteuil en cuir comme si c'était la première fois que je m'autorisais à respirer de toute la semaine. Presque fini, ai-je marmonné. Harold a haussé un sourcil. Vous avez raison. Il reste encore une chose. Il a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier en craft plus épais qu'avant. Ceci est arrivé ce matin. L'inspecteur Shelton a envoyé le rapport complet. Je me suis penché en avant. Il a ouvert le dossier, l'a tourné vers moi. Les bonnes nouvelles d'abord, a dit Harold. Ils ont assez de preuves pour l'arrêter. Les images de votre caméra, plus un tuyau de quelqu'un du prêteur sur gage. Mes yeux se sont plissés. Un tuyau? Il est revenu 2 jours après avoir vendu la montre. Il a essayé de mettre en gage un appareil photo vintage. Le commis s'est souvenu de lui, a dit qu'il était nerveux. Ils ont recoupé avec les images. C'était suffisant. Alors quand? Ce soir. Il planifie ça en ce moment. Je me suis rasseoir, les doigts se crispant en point. Cette satisfaction froide et silencieuse s'est répandue dans ma poitrine. Pas de la joie, juste la conclusion qui prenait forme. L'expression d'Harold a légèrement changé. Maintenant, les mauvaises nouvelles, a-t-il dit. Ils n'ont pas pu retrouver la montre. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il l'a vendue sous un faux nom. A payé autre chose en espèces. Pas de pièce d'identité, pas d'empreinte. Ils ont vérifié 3 boutiques jusqu'à présent, mais aucun signe. Soit elle a été revendue, soit elle est dans une arrière-salle mal cataloguée. J'ai dégluti difficilement. C'était la seule chose que je voulais récupérer. Je sais, a dit Harold doucement. Mais la piste se refroidit. Ça pourrait prendre des mois, des années. Elle pourrait ne jamais réapparaître.
J'ai fixé le papier devant moi, la photo floue en noir et blanc du visage de l'ex alors qu'il quittait ma maison, la main dans sa poche. La montre de mon père à l'intérieur. Je n'ai pas parlé. Harold m'a laissé de l'espace. C'est quelque chose que j'aimais chez lui. Il n'était pas pressé de combler le silence. Quand j'ai finalement parlé, ma voix était stable. Il se fait arrêter ce soir. J'ai hoché la tête une fois, puis je me suis levé. Tenez-moi au courant quand ce sera fait. Harold a de nouveau tendu la main. Vous avez géré ça avec plus de retenue que la plupart des gens. J'ai pris sa main. La retenue n'avait rien à voir là-dedans. Je savais juste ce qui comptait le plus, et c'était de m'assurer qu'elle ne pourrait jamais réécrire la fin. En sortant du bureau, je l'ai senti s'installer sur mes épaules. Pas du soulagement, pas de la paix, mais quelque chose d'assez solide pour être porté. Les dégâts étaient toujours là. La montre était toujours manquante. Mais la justice. Cette partie-là, au moins, était enfin à l'heure. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, juste après le coucher du soleil. Les mêmes briques fissurées, les mêmes stores affaissés à la fenêtre. Rien n'avait changé dans cet endroit, pas même l'odeur aigre d'huile et de vieille pluie sur le parking. Je suis resté assis dans mon camion, moteur éteint, phare baissé, les mains posées sur le volant. Pas de musique, pas de distraction, juste l'attente. Il y a une étrange sorte de quiétude à savoir ce qui va arriver. Harold m'a envoyé un texto il y a 1 heure. Ce soir vers 19h. Restez à l'écart. Je n'avais pas répondu. À 19h06, une voiture banalisée sombre est arrivée. Puis une autre derrière elle. 4 hommes en sont sortis. Pas de sirène, pas de cri, juste une coordination froide. Je me suis légèrement penché en avant alors qu'ils approchaient du bâtiment. Rapide, silencieux, entraîné. 2 se sont dirigés vers l'arrière. Un s'est accroupi près de la fenêtre et le dernier a levé sa radio une seule fois. Puis, bang. La porte d'entrée s'est ouverte d'un coup de pied violent. Le son a résonné dans la rue. J'ai vu l'homme sortir en titubant, les bras agités, sans chaussures, juste en chaussettes et avec ce même fichu sweat à capuche. Son visage était tordu, sa voix s'élevant de panique, criant quelque chose que je ne pouvais pas entendre à travers la vitre. Il n'est pas allé loin. Ils l'ont maîtrisé sur la pelouse clairsemée devant son immeuble, les genoux dans le dos, les mains fermement menottées. Il a crié. Pas des mots, juste du bruit. De la rage peut-être, ou de la peur, ou ce son creux que font les hommes quand ils savent que le jeu est enfin terminé. J'ai tout regardé, mon cœur battant lentement. Pas de sourire, pas de poing levé, juste un poids qui se déplaçait en moi. Ce n'était pas de la vengeance. Pas vraiment. C'était quelque chose de plus profond, de plus froid, quelque chose de mérité. Un des officiers a jeté un coup d'œil de l'autre côté de la rue alors qu'il le faisait monter dans la voiture de patrouille. Je suis resté dans l'ombre du pare-brise, immobile. Puis la portière s'est refermée, la voiture s'est éloignée, et la rue est retombée dans le silence. Je suis resté garé encore 5 minutes, assez longtemps pour sentir que c'était réglé. Il était parti. L'homme qui avait pris ce qui n'était pas à lui. Celui que Tiffany jurait avoir changé. Elle avait tort. Ils avaient tous les deux tort. Et maintenant, aucun d'eux ne pouvait réécrire la fin. J'ai tourné la clé. Le moteur a pris vie. Et pour la première fois depuis des semaines, le son ne ressemblait pas à du bruit. Il ressemblait à du mouvement. Je n'ai pas regardé en arrière. Ni le bâtiment. Ni la pelouse. Ni ce qui était derrière moi. Parce que la justice ne supplie pas. Elle n'explique pas. Elle part, c'est tout. C'était la fin de mon histoire. Mais il y a quelque chose auquel j'ai pensé. Tiffany n'a jamais essayé de récupérer la montre. Pas pour moi. Même pas pour elle-même. Elle savait ce qu'elle signifiait. Et pourtant, elle l'a laissé disparaître. Si vous étiez à sa place, auriez-vous fait la même chose? Ou auriez-vous essayé de réparer les choses? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'ai d'autres histoires à partager.